Ursula Burger, ou comment je le prononcerai dans ma langue, Ursula Burger. Je fais de la traduction littéraire depuis une vingtaine d'années et j'ai traduit notamment des œuvres de Christian Auster, Eric Fay, Eric Holder, Asia Djebar, Maëlys de Kerangal, Sylvain Prudhomme, Tsvetan Todorov, Nicolas Mathieu, Emmanuel Carrère. Et là, en ce moment, je traduis l'anomalie de Hervé Letellier. Pourquoi je vous parlerai des adolescents troglodytes, le roman écrit par Emmanuel Pagano? Eh bien, c'est parce qu'après une petite pause du métier, je suis revenue vers la traduction, précisément avec ce texte qui me tient à cœur, qui est une histoire très simple sur une femme qui conduit une navette scolaire dans une région montagneuse en France et qui raconte la vie de ses écoliers et collégiens, lycéens, tout en se souvenant de sa propre jeunesse et adolescence qui était particulière parce que c'est raconté par une femme qui, enfant, était un garçon. Les défis de traduction étaient nombreux et j'ai eu une immense chance de travailler sur ce texte à Arles dans le cadre de la fabrique de traduction organisée par le Collège international de la traduction littéraire et en compagnie de 6 tuteurs qui bien sûr avaient tous des approches différentes, intéressantes. Mais après tout ce temps de travail, il fallait bien signer par son nom sa traduction et assumer ses choix. Et les choix, il y en a beaucoup parce que le langage de Emmanuel Pagano est extrêmement riche, extrêmement original, authentique. Des métaphores ne sont pas des métaphores qu'on connaît. C'est un texte où il faut vraiment oser les assemblages de mots qu'elle choisit. Et pour vous donner un tout petit exemple d'une phrase, je vous lis ceci. Le jour est bleu à s'ouvrir les plis du ciel. Il fait si beau et si froid que l'air se gerce par endroits, nous paraît impénétrable. Il va bien falloir passer dedans pourtant. Voilà. Un deuxième défi qu'il y avait, c'est dans la morphologie de la langue croate qui, au passé composé, ne présente pas les mêmes possibilités qu'en français de rester ambigu entre le féminin et le masculin. Donc en français, quand on raconte une histoire au passé composé, si on utilise l'auxiliaire avoir, on ne voit pas forcément qui raconte l'histoire. Et pour Emmanuel Pagano, c'était, j'imagine, parfois utile et pratique parce que ce jeu de la narration qui a vécu cette transformation de genre et de sexe a pu rester neutre et ambigu. Or, en croate, ce n'est pas du tout le cas. Quand on dit au passé j'ai travaillé, on doit forcément dire radio sam pour masculin et radila sam pour féminin. Donc là, il fallait faire un peu au cas par cas. Il fallait parfois vérifier avec l'auteur. Il fallait aussi parfois tourner les phrases de sorte que ce jeu ne ressort pas de la même façon pour que la phrase garde la même beauté, la même ambiguïté. Et ce qui est intéressant, j'ai rencontré ce même problème en traduisant Nous en nous de Emmanuel Pagano, qui est un recueil de récits plus petits,
qui n'ont pas forcément des liens très directs entre eux. Et du coup, il était possible pour moi de transposer certains récits, certains textes au présent. Parce qu'au présent, en croate, on garde donc la même ambiguïté. Voilà pour la petite histoire. J'ai rencontré aussi un défi intéressant qui était lié à la dénomination au sein du système scolaire français, qui n'est pas du tout la même, en croate, et où ces chapitres s'intitulaient par exemple vers l'école ou vers le collège. Or moi, on n'a pas le collège en croate, ou si on dit college, ça va vouloir dire autre chose, le lycée. Et du coup, comme beaucoup de chapitres portent ce nom, vers le collège, vers l'école, etc., j'ai dû me débrouiller autrement. Et comme l'auteur aime bien, en parlant de ses enfants, dire mes petits, mes grands, j'ai intitulé mes chapitres en allant vers l'école, virgule, avec les petits, ou virgule, avec les grands. Voilà, ça c'est la solution que j'ai trouvée à l'époque et que je trouve encore valable aujourd'hui. Et pour finir, je vais vous lire un tout petit extrait en croate pour que vous puissiez vous faire une idée de comment ça sonne dans ma langue. Na putu za školu s malima. Liz ulazi i ja u retrovizoru odmah primjećujem koliko se i ona promijenila. Na sjedalo smješta Minuija i dalje sićušnog, zlačanog i dalje nemirnog, ali donekle odljepljenog od nje. Bratu veže pojas s kretnjama koje kod nje još nisam viđala i koje tako dobro poznajem. Taj pokret desne ruke kako bi se zaobišle grudi u nastajanju odgonetnuo sam još kao sasvim mali promatrajući starije djevojčice. Ubrzo sam ga stao ponašati i brat je to zapazio. Umjesto da mi se ruga, poveo me u stranu, zabrinut, bilo mu je tek 8 ili 9 godina, nije shvaćao, pitao me, ali zašto to radiš? Lagao sam da ne radim ništa, pusti me, ma daj ne laži, zašto ne posežeš za stvarima kao inače, ma je da, lupio si se u ruku, ma nemoj mi pričati. Ne, drugdje me boli aksele, boli me u prsima, bol se širi sve do ramena, zato. Bio sam se navikao govoriti prsa umjesto grudi. Voilà. Merci. Vers l'école. Lise entre, et dans le rétroviseur, je vois tout de suite combien elle aussi a changé. Elle installe Minuit, toujours minuscule, flavescent, toujours agité, mais un peu décollé d'elle. Elle attache la ceinture de son petit frère avec des gestes que je ne connaissais pas et que je connais si bien. Ce détour du bras droit pour contourner une poitrine naissante. Je l'avais décrypté tout jeune chez des filles plus grandes que moi, je l'avais copié très vite, et mon frère l'avait remarqué. Au lieu de se moquer, il m'avait pris à part, soucieux. Il n'avait que 8 ou 9 ans. Il ne comprenait pas vraiment. Il m'avait dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je mentais que je ne faisais rien. « Lâche-moi. » « Oui, c'est ça. Pourquoi tu ne prends pas les choses comme d'habitude ?»« Ah oui, tu t'es fait mal au bras ? Dis-moi. » « J'ai mal ailleurs, Axel. J'ai mal au torse. Ça me vient jusqu'à l'épaule, c'est pour ça. » J'avais pris l'habitude de dire torse à la place de poitrine. Lise ne m'a pas dit bonjour. Elle s'assoit et je continue ma route. Les petits de l'école sont très différents des grands du collège. Même les CM2 n'ont rien à voir avec les 6e, pas même les redoublants. Dans cette différence, il y a plein de choses. Le changement d'établissement scolaire, l'entourage, les autres élèves, l'effet de groupe, les profs, les surveillants, l'attitude des parents, le corps qui s'étourdit, les gestes des bras des filles. Et pour moi qui les conduis, il y a le jour et la nuit, surtout en automne. Les petits ne connaissent pas la nuit. Ils voient quelques minutes l'aube encore un peu noire en novembre et décembre, mais c'est tout. Le temps d'arriver à l'école,
Il fait jour pour eux, ou presque. Les grands, au contraire, je les prends 2 mois entiers de nuit. Et d'octobre à janvier, ils voient très peu le jour. Sortis et rentrés de jour ou de nuit, enfants endormis tôt ou ados secoués en plein sommeil par les contraintes du ramassage, du collège, des adultes, ceux du jour et ceux de la nuit. Ceux qui ont les yeux ouverts dans leur bonjour turbulent dans les matins et les brumes, ceux qui sont noirs dans leurs mots, fatigués dans leur bonsoir et se dépêchent de rentrer sous des capuches leur mauvaise humeur pour les assombrir plus encore. Et moi, ce que je préfère, ce ne sont pas les rires bien éveillés des petits, des rires brodés de flocons, minéraux, merveilleux, non. Ce sont les humeurs exécrables, grossières et salissantes, si salement communicatives de mes grands. Ils gardent encore leur nuit au plus près du solstice d'été. Ils la portent jusqu'aux grandes vacances. Avec eux, avec ceux de la nuit, on aperçoit dès novembre et de très loin le clignotement solitaire des éoliennes. Le matin, on connaît le temps qu'il nous reste avant le collège en regardant l'heure aux lumières des étables, parce que les étables seules sont éclairées, et notre route, par morceaux, dans les phares. Certains soirs, il faut s'arrêter et descendre pour remettre dans les champs des veaux aveuglés, passés sous le fil sans le savoir et qui n'arrivent plus à se décider entre le bruit, l'odeur de leur mère et les lumières de la navette, affolés et déjà si denses et musculeux qu'on y va à 2 ou 3 pour les pousser. On s'amuse de la bêtise athlétique des veaux, de la nuit, en rouspétant pour la forme. Aux lisières des bois, on regarde s'effrayer les culs veloutés des chevrettes qui renvoient comme un miroir tremblotant la lune ou les codes. Parfois, on a des visions d'animaux méconnaissables ou de phénomènes météo démesurés. Je les aime aussi pour ça, mes grands. J'aime ça chez eux, ces nuits ensemble. Lise est comme eux, c'est étrange. Elle est déjà dans la nuit. C'est pour ça peut-être qu'elle ne m'a pas dit bonjour. Ou sinon c'est à cause de son geste. J'imagine la gêne de ses seins neufs asymétriques. Je mélange un peu tout dans mes lacets et mes pensées. C'est le geste du début de l'adolescence et aussi de sa fin, puisque c'est le geste d'une femme. Une prémonition dans le mouvement du bras. Mais Ligérien et moi, on a partagé un soir, à 3, un arc-en-ciel de lune. J'avais du retard un peu et je voulais traîner beaucoup à l'approche du mont, tellement la lune, elle était grosse et puissante dans la nuit encore humide de toute la pluie du jour. Juste avant l'avant-dernier arrêt, juste avant de laisser Niel à la fin d'une légère montée, il était d'une majesté énorme, les pieds sur le plateau arqués. On est passé dessous et je n'avais jamais vu des arcs-en-ciel de nuit. Majestueux, gris, étrange, pas coloré et gneugneux, et en moitié couché comme un arc-en-ciel de jour, mais avec ses belles couleurs verticales, grises, noires, blanches. Un arc-en-ciel de lune, debout, et on est passé dessous.